On est parti. Donc bonjour ou rebonjour à toutes et à tous. Donc, je suis vraiment ravie aujourd'hui de d'être là avec vous et Mathilde qui nous a fait vraiment l'immense honneur d'accepter cette invitation et de venir discuter cette question qui est toujours très compliquée. Parce qu'aujourd'hui, on va parler de la mise en scène des mémoires sensibles, des mémoires douloureuses et de toutes les questions qui se posent derrière. Mais peut-être je vais laisser Catherine introduire Patrimoine oral peint, qui va poser un peu le cadre de cette commission. Merci Janaïne. Donc, je suis Catherine Maillet, je suis présidente de Patrimoine Oral Peint depuis un an. Patrimoine Oral Peint est une fédération régionale d'acteurs du patrimoine, de toutes sortes de patrimoine, qui soit patrimoine matériel, immatériel, voilà. Donc, nous fédérons et nous mettons en réseau les acteurs du patrimoine. Et notre mission, c'est de valoriser, de sensibiliser, de promouvoir, euh, de valoriser toutes sortes de patrimoine en région Auvergne-Rhône-Alpes. Voilà. Donc, si nous sommes d'une vaste région. Et pour cela, nous avons différentes actions, dont celle qui est présente ce matin. Donc, ce sont des commissions. Et cette commission militaire qui organise ce webinaire, qui est animée par Janaïne, que vous voyez ici. Donc, c'est une de nos missions. Et donc, je vais laisser la parole à Janaïne. Nous sommes basés à Lyon et nous avons une antenne à Clermont-Ferrand. Voilà, et nous avons à peu près 250 adhérents, mais avec beaucoup d'associations, donc ça fait énormément de monde qui gravite autour de Patrimoine oral. Je laisse la parole à Janaïne et je vous remercie tous d'être présents. Merci Catherine. Effectivement, cette commission, c'est une des commissions de patrimoine au Alpin. On a relancé en octobre dernier, après 15 ans de dormance, avec l'objectif de fédérer, de rassembler tous les acteurs qui travaillent sur ces questions de patrimoine et de mémoire militaire, de les accompagner, de mutualiser aussi les moyens, les connaissances, les compétences. Et donc, on est parti sur cette série de webinaires sur l'année 2026, dont le premier a eu lieu en janvier et qui portait sur la question des archives. Donc aujourd'hui, on est sur une dimension complètement différente, celle du patrimoine sensible. Quand je dis sensible, c'est parce que c'est un patrimoine qui est marqué par des violences, de la souffrance, de la perte, de la résistance, et des mémoires qu'on ne va pas patrimonialiser comme les autres, qui vont un peu, je dirais, résister à une sorte de mise en vitrine, qui vont impliquer des personnes, des communautés qui sont encore vivantes, qui sont directement héritières, donc des mémoires assez vives. On a des gens qui portent parfois des blessures que la médiation peut réouvrir autant que contribuer à transmettre. Donc, c'est pas que une question d'histoire aussi difficile, c'est aussi une question de relation entre l'institution, les familles, entre le récit et l'archive, entre le public, les descendants et ce qu'on donne à voir et à ressentir. Et donc, évidemment, c'est pas un focus qui est anodin, hein, parce que dans le contexte où les dispositifs évoluent très très vite, les pratiques de médiation évoluent, il y a le numérique, il y a l'immersif, il y a tous les nouveaux dispositifs de narration. C'est souvent, ce ne sont pas des dispositifs qui vont résoudre les questions de fond, j'ai envie de dire, mais parfois plutôt les déplacer, voire les intensifier. Et on a toujours la même question, qui décide de ce qui va être montré, comment, à qui, et ces décisions, elles sont rarement neutres. Elles portent des choix politiques, éthiques, esthétiques, qui souvent ne sont pas explicités. Donc l'idée aujourd'hui, c'est d'aller chercher un petit peu ces non-dits à partir d'expériences concrètes et à partir du regard de Mathilde, qui est avec nous. Donc Mathilde, tu as travaillé, ça fait plus de 10 ans que tu travailles sur ces questions de transmission, de la mémoire des conflits contemporains, sur la question du tourisme aussi, la mise en tourisme des lieux de mémoire. Donc, tu as été chargé de médiation au sein de structures culturelles et mémorielles comme le Champ de bataille de la Grande Guerre, Notre-Dame de Lorette, le Musée de l'Homme. Et puis, tu as été en charge de l'animation du réseau des musées et mémoriaux des conflits contemporains au ministère des Armées. Et donc, tu as un parcours qui est assez large, qui est vraiment, je pense, très riche pour interroger aujourd'hui ces questions de mémoire sensible. Donc, Mathilde, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup Janaïne, merci beaucoup au Patrimoine Aralpin pour cette invitation. Effectivement, juste pour resituer
rapidement mon parcours, pourquoi je parle de ces questions aujourd'hui. J'ai un parcours qui est à la fois celui d'une historienne de la Première Guerre mondiale et des mémoires de la Première Guerre mondiale. J'ai une expérience assez longue sur le terrain, en médiation auprès des familles, des descendants, sur des lieux de mémoire, des champs de bataille surtout. Et puis ensuite, progressivement, dans la conception des dispositifs et sous la forme d'un observatoire un peu, un positionnement un peu plus national au ministère des Armées, dans le cadre d'une observation et d'un accompagnement à la professionnalisation des membres. Et je pense que dans ce que tu as dit, Janaïne, il y a un peu tous les pôles autour desquels on va tourner. Toutes ces tensions, en fait, je pense qu'on va beaucoup parler d'équilibre, de trouver le juste équilibre, le point le moins subjectif entre individuel et collectif, entre histoire et mémoire, entre passé et présent, entre émotion et neutralité. En tout cas, la médiation dans ce cadre-là essaye toujours d'être un transmetteur relativement neutre. Enfin, c'est un moyen de communication, donc il doit être le plus objectif possible. Quand, quand ça peut l'être, puisque tu l'as bien dit, ce sont des sites qui sont encore on part de mémoire chaude finalement, hein, qui sont encore très incarnées, très sollicitées par ces mémoires-là. Et l'idée, c'est, comme dans une situation de communication, finalement, entre quelqu'un qui va délivrer un message et celui qui va le recevoir, de trouver le meilleur moyen pour transmettre le message qu'on veut transmettre. Après, il faut réfléchir à quel message, effectivement, on souhaite transmettre. C'est tout l'art de de la médiation. C'est vrai que cette question de l'émotion, je pense qu'elle est centrale. C'est vrai que quand on parle de patrimoine militaire, il y a à la fois des châteaux du XIIe siècle et une prison ou un camp d'internement. Et c'est vrai que d'un côté, on peut dire que finalement le temps a fait son travail d'effacement. La violence, elle est un petit peu mise en retrait. On a une distance qui permet d'accueillir, mais du coup, on est peut-être moins engagé émotionnellement, alors que de l'autre côté, sur ces conflits contemporains, l'émotion, elle est extrêmement forte, extrêmement vive. Et peut-être la première question que j'ai envie de te poser, c'est peut-être que est-ce que cette émotion, finalement, parfois, elle prend pas trop de place? Est-ce qu'elle n'est pas trop présente? Est-ce qu'elle n'empêche pas je dirais finalement, elle met pas dans l'ombre une dimension qui va être peut-être plus structurelle? Je pense au cours d'internement. Finalement, on pose beaucoup moins la question des régimes qui ont organisé administrativement, juridiquement, politiquement les conditions de l'internement, qui ont rendu possible l'ouverture de ces camps, et on se concentre plutôt sur le vécu des internés. Est-ce qu'il n'y a pas parfois un curseur qui mérite d'être ajusté, selon Alors, toi? il y a beaucoup de choses hein, dans ce que tu abordes. Oui. Effectivement, on pourrait y passer beaucoup de temps. Il y a effectivement la question des émotions et le rapport à la souffrance. Et je pense qu'il y a une distinction qui est importante à faire au sein des conflits qu'on appelle contemporains. Hein. Grosso modo, la guerre de 1870, Première, Seconde Guerre mondiale, les conflits liés à la décolonisation ensuite. Il y a une distinction pour moi à faire entre une mémoire plutôt combattante, qui est liée aux soldats ou à un engagement pour défendre une nation. Voilà, donc ça c'est une mémoire qui est douloureuse parce elle suscite de la souffrance de la part des combattants, mais aussi dans le deuil des familles par la suite. Et une mémoire qui est liée effectivement à ce que tu expliquais, à l'internement, à la déportation, à l'extermination, où là on est sur une volonté affirmée de faire souffrir les victimes, voire même de les faire disparaître et de les annihiler. Donc effectivement, on est sur des niveaux, quand on parle d'émotion, c'est des émotions qui sont toutes légitimes, mais les enjeux sont pas forcément les mêmes. L'émotion, quand on fait de la médiation, quand on est au sein de ces structures-là, on peut pas y échapper. Il faut lui faire une place. En tout cas, je pense qu'il faut l'accueillir. Il faut être en capacité de l'accueillir. Donc, il faut être équipé en tant qu'équipe pour voilà recevoir ça. Il faut pouvoir lui faire une place, l'accueillir, y répondre, mais là encore dans une posture la plus neutre possible. Ce que j'entends par là, c'est que pour moi, la médiation est ce qui va faire le lien entre le site ou ce qu'il en reste, l'histoire des personnes et les visiteurs. Les visiteurs, quand ils arrivent sur site, de plus en plus aujourd'hui, ils ont très peu de connaissances, puisque le temps passant, on est loin de ces témoins, on s'éloigne de tout ça, donc on perd cette mémoire-là, on la perd,
perd le contexte. Donc le rôle de la médiation, le rôle de ces sites-là, ça va être de remettre en contexte. Donc effectivement, je pense que l'histoire, l'explication du contexte plus large, de pourquoi ces personnes se sont retrouvées dans cette situation, il est nécessaire, il est important, et il va permettre une meilleure compréhension du vécu des témoins, enfin des victimes, pardon, à mon sens. Et pour arriver à ça, il faut trouver un point d'attache avec le visiteur. C'est-à-dire qu'on peut comprendre que ce qu'on a, enfin, qu'à travers ce qu'on a vécu, qu'à travers notre expérience. Donc, il y a toujours un jeu de pont entre le passé et le présent pour arriver à toucher le visiteur, à susciter de pardon, à susciter de l'émotion, en tout cas à créer de la compréhension chez lui. Donc il y a plein de choses voilà qui se jouent. Par ailleurs, les sites dont tu parles, que ce soit d'anciens champs de bataille, des lieux d'internement, d'oppression, etc. Il nous en reste souvent des traces. Et ces traces, elles ont une force émotionnelle. Déjà, elles ont une charge émotionnelle. Donc, un visiteur qui va se rendre sur ces sites-là, il vient là pour éprouver. Alors, pas éprouver ce que les victimes ont vécu, mais pour ressentir aussi hein, cette charge émotionnelle, voir ces traces, et ces traces qui vont lui parler. Donc, il y a les émotions, c'est, à mon avis, voilà, il y a toutes ces choses-là qui se jouent. Effectivement, après, je pense qu'aujourd'hui, les structures mémorielles accueillent pleinement ces émotions. On n'est plus du tout, et je suis pas sûre qu'on l'ait jamais été dans un discours finalement très neutre, parce que quand on travaille sur ces sites, on peut pas, enfin, on est obligé de prendre on parle de vie humaine et de souffrance, donc on est obligé de prendre ça en compte. Et puis les témoins qui ont été les premiers à mettre en mémoire ces sites, à créer du patrimoine autour de ces sites, eux-mêmes portaient le vécu et cette mémoire-là. Donc là aussi, les émotions étaient très présentes. Je ne sais pas si je Mm. réponds. Complètement, complètement, merci. Il y a plein de choses sur lesquelles rebondir. Et c'est vrai que je pense qu'il y a aussi une sorte de tension entre un récit national et une mémoire plus locale. On le voit sur beaucoup de sites. Il y a parfois une attente de reconnaissance d'un côté et de l'autre qui se fait pas. Il y a des divergences de points de vue, d'opinion, de récits. Et ça pose aussi pas mal de questions. Ça me ramène aussi à la question des figures, parce que tu parles de la figure des combattants, la figure de l'interné, mais il y a la figure du résistant qui a, après la guerre, été quand même assez héroïsé. Il y a des figures qu'on voit moins, qu'on voit presque pas, comme celle des œuvres de secours, par exemple, qui sont mises, on va dire, un petit peu en arrière. J'ai l'impression que il y a quand même des récits dominants qui persistent, qu'on a du mal à dépasser. Qu'est-ce que tu dirais de ça aujourd'hui? Est-ce que tu as l'impression que ça change, ça évolue un petit peu, ou pas tant que ça? En fait, tu tournes autour de la question derrière ce que tu dis, c'est la distinction entre le mémoire et histoire. Enfin, moi, c'est ce que je vois. Mhm. Et passé et présent, l'histoire tend à une forme d'objectivité. Elle est scientifique, elle s'appuie sur des sources, sur des archives. Elle essaye d'écrire un récit. Le plus juste, enfin, au plus près du vécu, mais voilà, c'est un récit qui a forcément une forme d'objectivité et qui peut pas comprendre toutes les individualités, tout ce que chacun a pu vivre. Les mémoires, elles sont fondamentalement politiques. C'est qu'elles soient utilisées par un pouvoir, enfin une nation, un groupe pour créer du sens commun. Enfin, elles servent toujours à créer du sens commun à l'échelle nationale, à l'échelle régionale, à l'échelle d'une communauté. Euh, donc forcément, elles sont beaucoup moins neutres et elles sont revendiquées, elles sont utilisées. Donc effectivement, on peut avoir une forme, alors si ce n'est de concurrence, voilà, de friction parfois. Certaines sont plus visibles que d'autres. Et ces mémoires, elles sont toujours mobilisées dans un présent. Elles ont du sens pour nous aujourd'hui. Donc ça, c'est important aussi de l'avoir en tête. C'est-à-dire que ce que tu disais sur la mémoire de la résistance, cette mémoire de la résistance, effectivement, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, elle sert le récit national, elle permet d'éviter une guerre civile, elle permet de créer du sens, du lien au sein de la population française. Il y a aussi quelque chose d'important, c'est ce que tu dis, c'est une mémoire qui est plutôt héroïque. Évidemment, elle est synonyme de souffrance dans la torture, dans l'internement, etc., dans la déportation.
C'est pas forcément des expériences qui sont antinomiques, hein, on peut avoir été résistant et déporté, mais c'est une mémoire qui est plus facile à valoriser, enfin peut-être plus facile à valoriser parce qu'elle est plus positive. Dans une société d'après-guerre, on peut comprendre, enfin on peut comprendre, on peut voir pourquoi cette mémoire-là a peut-être été plus facilement valorisée. Elle a aussi été largement portée par le pouvoir, par l'État, hein. C'est aussi, ça se matérialise par la construction très vite de sites patrimoniaux, le mémorial du Mont Valérien, le Mont Faron, etc. La mémoire des victimes d'internement, de déportation, je pense pas que c'est parce que ce sont des victimes de souffrance qu'elle a été invisibilisée pendant longtemps. C'est parce que c'est des communautés peut-être qui ont mis plus de temps à se regrouper, à s'affirmer sur l'aspect patrimonial en tout cas, à demander la patrimonialisation des sites d'internement. C'est pas une démarche qui va de soi, hein, de demander la patrimonialisation d'un lieu d'internement, d'un lieu de souffrance, qui par ailleurs souvent appartenait à l'État, qui n'est pas forcément fier de cet aspect-là, donc qui va avoir tendance à le faire disparaître. Donc il y a tous ces aspects-là qui jouent. Cette distinction résistant-héros, déporté-victime, voilà, elle reste forcément un petit peu de par la nature même des expériences, parce que c'est plus difficile quand l'expérience est centrée sur la souffrance de parler d'héros. Mais je pense qu'elle s'atténue aujourd'hui et enfin, la tendance, moi, que j'observe, c'est vraiment de se concentrer de plus en plus dans la médiation sur des parcours individuels, dans leur complexité. Donc, le fait de se concentrer sur des parcours individuels, ou en tout cas de les mettre en valeur, permet de remontrer voilà, toute la biographie qui peut passer par des expériences plus héroïques et des expériences plus difficiles. Oui, c'est intéressant parce que du coup, moi qui travaille beaucoup sur les camps d'internement, il y a vraiment toujours cette question de montrer la complexité du parcours, des mouvements permanents de ces internés, effectivement de la diversité des situations auxquelles ils sont confrontés. Donc je trouve que c'est assez intéressant, mais du coup, ça me pose aussi moi parfois la question de bah, quand on fait ça, est-ce qu'on risque pas d'invisibiliser les autres personnes? Et on est toujours un peu pris dans cette tension de à la fois montrer un parcours individuel permet de mieux comprendre certaines choses, mais de l'autre côté, est-ce que ça rend compte de la réalité? Et donc, comment on fait? Est-ce qu'il y a Et des... Ouais, c'est une question d'équilibre, effectivement. C'est propre au site aussi, du coup. Mais est-ce que, peut-être selon toi, à travers tous les sites que tu as pu observer, il y a des pratiques, il y a des façons de mettre en récit, de mettre en narration, qui t'ont semblé peut-être plus justes que d'autres, hein, ou au contraire, est-ce que tu en as observé qui ne sont pas du tout, je veux dire, en adéquation, avec, le sujet et la sensibilité nécessaire, sur le traitement de ces sujets-là? Alors, je vais pas citer forcément dire mon Non. dispositif préféré, évidemment, mais je pense que, enfin, à mon sens, les dispositifs les plus justes sont ceux on le voit tout de suite parce ils sont co-construits avec les équipes qui, elles, sont, enfin, qu'on fasse appel à une personne extérieure ou pas, mais en tout cas, ils sont à l'intersection entre l'historien, l'expertise et l'expérience des équipes, l'expertise ensuite de la personne qui va porter le dispositif. Et quand on arrive à combiner tout ça, on a des modes de narration qui sont, je trouve, assez justes, assez adaptés finalement au site. Quand je travaillais au ministère des Armées, on a recensé le nombre de lieux de mémoire qui traitent des conflits de 1870 à nos jours. On est à plus de 400. Donc c'est voilà, avec une typologie extrêmement variée. Donc il y a autant de dispositifs possibles, j'ai envie de dire, que de sites presque. Il y a des méthodologies qui sont transposables, mais je pense il faut faire de la dentelle, il faut faire du sur-mesure, et ça ne nécessite pas forcément un investissement très très lourd. Aujourd'hui, on le voit, c'est pas forcément des dispositifs numériques, etc., enfin, très lourds en termes d'investissement, qui vont être les plus adaptés. C'est ceux qui vont venir enrichir ce que le site possède déjà, qui vont faciliter la compréhension sur des aspects qui ne sont pas visibles. Typiquement, si les traces ont disparu, si on voit plus les bâtiments, c'est difficile de se projeter. Donc là, ça vient enrichir. Je pense à des dispositifs aussi qui vont montrer le parcours, c'est ce que Compiègne, le Mémorial de Compiègne a mis en place, montrer le parcours des déportés dans
la multiplicité des camps de travaux forcés. Donc voilà, c'est des choses qui vont permettre de saisir un petit peu la complexité des expériences qu'on peut pas complètement saisir en se rendant sur site. Donc des grammaires narratives, il y en a beaucoup. Là, j'en ai cité quelques-unes plutôt numériques. Ça peut être aussi artistique. C'est quelque chose qu'on voit beaucoup se développer et notamment sur des lieux d'internement, de déportation, parce que effectivement, il y a des choses. La question de l'éthique, elle est toujours un peu en fond. On l'a pas évoqué jusque-là, mais évidemment, il y a des choses qu'on se permet pas. Enfin, on essaye d'éviter quand on travaille sur la médiation de ces sites-là et quand on part, par exemple, sur des dispositifs numériques, la question de la reconstitution de l'expérience de l'interné, c'est quand même une limite assez forte qu'on franchit pas parce que finalement, enfin, je pense pas qu'il y ait besoin de revivre la violence pour la ressentir et la comprendre. Donc voilà, des grammaires narratives, il y en a plein. Celles que il faut, je pense que le public et le message soient toujours au cœur. C'est-à-dire que rien ne peut être exclu dans l'absolu. On peut utiliser le jeu, on peut utiliser, etc. Mais il ne faut pas, par exemple, que le jeu soit au centre, à mon avis, enfin, soit l'alpha et l'oméga de l'expérience. Il faut qu'il serve un propos. Mm, absolument. C'est toujours cette question d'équilibre et d'attention portée au site, à ses besoins, aux objectifs de médiation. Ça pose aussi la question de la place, quelque part, des familles, des descendants, des communautés. Est-ce que dans l'implication, la place qu'on leur donne dans la construction de ces médiations, elle questionne aussi. J'ai l'impression que ça évolue aussi pas mal en ce moment. On sait que dans ces lieux, il y a beaucoup de gens qui viennent parce qu'ils ont à la fois besoin de chercher des informations, mais aussi parfois d'en déposer, qui viennent avec des objets, avec des archives. Parfois, les lieux ne savent pas forcément quoi en faire, d'ailleurs, parce que les réserves sont déjà saturées. Enfin, voilà. Et dans la question de la co-construction des dispositifs, moi, c'est quelque chose que j'aime bien. C'est travailler le participatif, mais qu'est-ce que tu en penses, toi? Quelle place aujourd'hui, selon toi, on donne à ces familles, ces descendants, ces communautés? Alors ça, c'est un sujet qui, je pourrais vous en parler pendant des jours. Mm. Non, c'est une question qui est fascinante, qui m'a frappée quand j'ai commencé à faire de la médiation sur les champs de bataille. Je travaillais pour des familles australiennes qui avaient fait 20 000 kilomètres en avion pour venir voir pour la première fois la sépulture d'un grand-oncle ou d'un arrière-grand-père qu'ils n'avaient jamais connu. Mais c'est le voyage d'une vie pour eux et c'était chargé d'une émotion très très forte. Et quand on est confronté à ça, on se rend compte que l'histoire est jamais complètement passée. Le transgénérationnel, c'est quand même quelque chose qu'on peut pas complètement mettre de côté quand on travaille sur ces sites-là. Donc il y a plusieurs choses. J'ai constaté, notamment au sein du réseau des musées mémoriaux des conflits contemporains, on est nombreux sur les sites à accueillir, à avoir mis en place des modalités d'accompagnement des familles et des descendants, parce que ça s'impose. Parce que ça fait partie du public, c'est pas un public comme les autres, c'est un public qui a besoin d'être écouté, c'est un public qui a besoin de reconnaissance, mais aussi qui vient chercher des éléments de compréhension lorsque la mémoire a été un petit peu rompue, qui vient reconnecter avec ce passé sur les lieux de mémoire. Et donc, je suis assez. Enfin, c'est quelque chose qui, à mon sens, n'a pas été encore centralisé, mais il y a beaucoup de sites qui ont mis en place. Moi-même, j'avais développé un site de généalogie, de recherche généalogique pour les familles, parce que l'autre élément qu'on rencontre, c'est que les familles se rendent sur place avec leurs souvenirs, leurs mémoires. Moi, mon ancêtre a fait ci, a fait ça, mais ils n'ont pas conscience, tu parlais des archives, de toute la masse d'archives disponibles aujourd'hui, accessibles, qui leur permettraient de mieux comprendre ce qu'a vécu leur ancêtre. Donc il y a aussi tout un aspect pédagogique, éducatif, je pense, à creuser. Je l'ai encore vécu à Argelès-sur-Mer il y a quelques mois où j'étais en visite personnelle et il y a une famille qui rentre et qui dit bah, on est descendants de réfugiés espagnols. Et la personne qui était à l'accueil leur dit mais vous savez que les archives départementales ont une base de données dans laquelle on peut rechercher, etc. Et on se rend compte que mettre à disposition les archives, c'est pas forcément, c'est un effort, enfin, c'est très important, mais c'est pas suffisant. Tout le monde n'est pas historien, tout le monde ne comprend pas les documents, ne sait pas les interpréter. Donc il y a ce chaînon manquant
qui peut être pris en charge par les lieux de mémoire quand ils le souhaitent. C'est un rôle très valorisant qui permet de faire du lien entre les familles et le site et créer un lien presque affectif, hein, parce que les familles ensuite vont avoir envie de revenir, etc. Donc ça, c'est un aspect. Ensuite, les familles et les descendants sont souvent porteuses de ces mémoires-là. Ce sont souvent elles qui vont participer à la reconnaissance de ces mémoires, à la patrimonialisation des sites à travers des associations, etc. Donc elles ont un rôle très important. Souvent, ce sont les seules porteuses de cette mémoire-là. Après, effectivement, quand on rentre dans une phase de patrimonialisation et que les collectivités locales, territoriales, nationales, enfin, l'État s'en mêle, c'est plus compliqué, c'est difficile. Cette transition-là, elle est difficile parce que souvent les familles se sentent dépossédées, ne se sentent plus légitimes à parler de ce qu'elles ont porté, ce qu'elles ont permis de survivre pendant tant de temps. Et là, effectivement, il y a un équilibre à trouver entre historiens, familles, personnel de musée avec leur expertise muséale de transmission. Et ça, c'est des expériences auxquelles, quand on travaille en musée, on est toujours confronté parce que on est obligé on peut pas parler de tout le monde dans tous les détails et de toutes les expériences. Donc, il y a forcément une forme de choix qui doit être fait. Et effectivement, ces personnes arrivent avec leur vécu, leur mémoire, ce qui leur a été transmis, qui a une valeur très importante à leurs yeux. Et donc, ils ont besoin de l'exprimer souvent. Et voilà, alors je pense que ça passe par beaucoup de pédagogie auprès de chacun pour que les familles comprennent ce qu'est un historien, ce qu'est un médiateur, et inversement, ce qu'un historien ou qu'un médiateur comprennent l'importance que ces mémoires ont pour les familles. Et je pense que c'est par cette pédagogie et cette compréhension que tout le monde essaye de travailler dans le même sens qu'on peut essayer d'arriver à un résultat, voilà. Mais je pense que Janaïne, tu sais très bien que c'est un travail de longue haleine. Mais je pense qu'on a tout intérêt, enfin, par mon expérience, les familles, les proches, les descendants enrichissent tellement nos connaissances, nos expériences, ce qu'on peut retransmettre ensuite en médiation. Donc, c'est très important de les prendre en compte. Après, la co-construction, elle est souhaitable. Il faut qu'elle soit possible dans le sens où tout le monde a envie de travailler ensemble. Mm. Oui, ce qui n'est pas toujours évident. Enfin, je dirais, c'est pas parce que tout le monde n'a pas envie de travailler ensemble, parce que chacun arrive avec ses représentations, avec son cadre, avec ses envies, ses attentes, ses pratiques, et que c'est parfois pas évident de faire travailler tout le monde autour de la table, au même plan, pour l'avoir voilà, Ouais. pratiqué plusieurs fois. C'est vrai que c'est pas évident. Mais je pense que finalement, la préparation, les discussions, elle est essentielle et que quand ça fonctionne, c'est tellement riche. Moi, c'est vraiment quelque chose que j'aime faire parce que ça enrichit les discussions, ça oblige tout le monde à changer de position. Et ça aussi, je pense que c'est important de changer son regard. Euh, voilà, ça permet une ouverture, ça permet de la discussion et je pense que c'est vraiment très, très important aussi. Alors, je vois que le temps passe vite et qu'on pourra y rester des heures. Peut-être deux, trois petites questions avant de passer aux échanges du coup avec la salle, avec le public. Je voulais peut-être revenir sur la question tu parlais de la question de la reconstitution. On a évoqué la question de l'immersion. Alors, moi, c'est un peu mon sujet de recherche aussi. Qu'est-ce qu'on entend par faire l'expérience de ou mettre en immersion sur un champ de bataille? Dans un camp d'internement. Évidemment, on se rend compte que pour la plupart d'entre nous, il ne s'agit pas comment dire, de mettre les gens, de faire revivre en fait la guerre, pas du tout. Effectivement, comme tu le disais, de faire approcher, de faire éprouver. Mais il y a quand même une limite. Et puis, du coup, ça pose la question par rapport à ce qu'on voit dans des pays anglo-saxons, par exemple, qui n'ont pas du tout la même approche que nous. Ça pose la question de savoir voilà, comment on crée ce lien. Tu parlais des Australiens qui viennent en France, comment ils reçoivent aussi les dispositifs, les musées, les mémoriaux qu'ils trouvent en France. Enfin, voilà, comment cette potentielle reconstitution, évocation, spectacularisation, peut-être parfois, on peut l'aborder ici aujourd'hui en France autour de ces sites. Oui, alors c'est pareil, hein,
On peut en parler pendant très longtemps. Il y a sur la juste distance, je relisais, il y a une enquête là qui vient de sortir sur la médiation numérique en France, qui a été réalisée par un think tank qui s'appelle Opus, qui travaille avec donc qui est au sein de la Sorbonne Nouvelle. C'est très intéressant. Alors ça brasse le dispositif numérique de façon bien plus large que la mémoire. Les mémoires sensibles. Mais dedans, il y a un professeur d'université, Bruno Bachimon, qui parle de la juste distance, justement, du fait que on revit jamais une expérience puisqu'on arrive sur un site qui a eu son propre vécu. Nous, on arrive avec notre distance et notre vécu. Mais tout le jeu consiste à créer une forme de compassion, d'empathie historique finalement, d'empathie, voilà, c'est ce qu'il dit. Donc c'est l'idée d'arriver à comprendre suffisamment l'expérience de l'autre pour que ça suscite de l'empathie. Oui, alors l'immersion. En France, on a une culture de ces mémoires qui est plutôt une culture du deuil. Et ça s'explique historiquement assez bien. La guerre de 1870 est une défaite et la mémoire de la Première Guerre mondiale est quand même une mémoire qui est très largement endeuillée par la perte d'une partie de la population, par la destruction d'une partie du territoire qu'il faut reconstruire. Et cette espèce de chape de plomb qui est imposée par les témoins de l'époque, du plus jamais ça, c'est la der des der. Donc regardez l'étendue de la perte, on ne revivra pas ça. Et ça, c'est assez différent de ce qui se passe en Angleterre et dans les pays du Commonwealth et encore en Allemagne, encore différent de ce qui se passe en Allemagne à la même époque. En Angleterre, on va avoir plus facilement une mémoire, alors qui est héroïque, qui est évidemment profondément marquée par le deuil, mais qui est un petit peu plus valorisée. Et c'est des différences que je trouve on constate encore aujourd'hui. Mais là encore, hein, c'est ces différences entre mémoires combattantes qui sont plus faciles à valoriser dans le cadre de victoires, etc., que de mémoires effectivement centrées sur une expérience de la déportation, de l'internement, voire de l'extermination. Donc le territoire français, il est particulier parce qu'il a été marqué par beaucoup de conflits. Et je trouve qu'on voit bien un écart entre Première Guerre mondiale et Seconde Guerre mondiale, notamment libération du territoire. Quand on regarde la façon dont la mémoire est présentée en Normandie, mais même sur en fait les objets vendus en boutique, on va voir des différences assez importantes où on est plus facilement sur quelque chose de valorisant ou enfin, sur quelque chose d'héroïque autour notamment du débarquement en Normandie, hein, quand bien même il y a aussi beaucoup de pertes, de souffrances, etc., que quand on regarde la Première Guerre mondiale. Sur la résistance et la déportation, je trouve que ça tend à se lisser aussi. On est beaucoup moins dans une expérience de la résistance très guerrière, très combattante, etc. Dans ce- Moi, ce que j'observe des dispositifs, enfin, des lieux de mémoire qui sont valorisés aujourd'hui, on est plutôt sur des valorisations de maquis, etc., de petits sites, mais on n'est pas sur une mémoire très glorieuse. On est sur le combat, la défense, mais on est aussi sur l'exécution ou la mort de ces résistants. Donc, je trouve qu'on est sur quelque chose qui est quand même globalement relié toujours un peu au deuil et à la souffrance. Euh, pour parler des Australiens et des Néo-Zélandais, parce que c'est des cas que je connais assez bien, il se trouve que j'ai vécu une partie du centenaire de la Première Guerre mondiale en Nouvelle-Zélande, où vous avez une exposition qui a été faite par Peter Jackson, le réalisateur du Seigneur des Anneaux, qui est par ailleurs un fanatique enfin, un spécialiste, on va dire, de la Première Guerre mondiale, et qui a réalisé une exposition sur Gallipoli à base de géants, donc de figures typiques. Donc vous avez un combattant, une infirmière, etc., qui font plusieurs mètres de haut, de façon hyper réaliste. Le propos est très bien, est très historique, mais on est sur quelque chose qui, je pense, ne serait pas présenté comme ça en France. Et du côté australien, il y a enfin, la mémoire de la Première Guerre mondiale en Australie a été largement euh, passée sous silence au cours de la seconde moitié du XXe siècle, où les Australiens étaient plus sur la mémoire très douloureuse de la Seconde Guerre mondiale et du Vietnam. Et c'est plutôt autour des années 90 où on a vu un espèce d'élan patriotique revenir. Et dans ce cadre-là, la mémoire de la Première Guerre mondiale a été très valorisée. Et aujourd'hui, on est sur une mémoire, les Australiens sont sur une mémoire très quand même patriotique,
de leurs soldats. C'est quelque chose, c'est une source de fierté nationale. Donc on a voilà des choses un peu différentes. Je pense qu'en France, on franchit jamais le côté, la limite du dark tourism. Heureusement, c'est donc qui consiste à être, enfin voilà, une forme de tourisme vraiment macabre. On est heureusement toujours dans une forme relativement éthique et respectueuse de la mémoire, enfin de la transmission des mémoires. Et ça, je pense que ça passe aussi par, enfin, c'est aussi le résultat de l'investissement des collectivités et de l'État dans la réalisation de ces sites, dans la patrimonialisation de ces sites dès le départ. Absolument. Ouais, merci. Ouais, c'est passionnant. C'est aussi quelque chose qui m'a questionné sur sur mes recherches. J'ai l'impression que la distance aussi, au lieu de conflit ou d'internement, au lieu de souffrance, ou la non-distance va aussi beaucoup influencer le rapport. On sait que sur les Britanniques, par exemple, le fait il y ait une distance avec le champ de bataille et les Australiens encore plus, ça change la façon dont ils vont aborder cette mémoire parce qu'effectivement besoin de se projeter, de comprendre les conditions dans lesquelles leurs proches sont décédés. Et donc, on va plus facilement, on observe que bah, les premiers dispositifs immersifs autour de la Première Guerre mondiale, ils sont nés en Angleterre, par exemple. Donc, c'est assez intéressant aussi de voir qu'à la fois, il y a une notion culturelle dans dans le rapport à la mémoire, mais qu'aussi la distance géographique joue, que c'est aussi influencé par l'histoire, par le récit national, par le Ça contexte. évolue, et c'est quelque chose qu'on n'a pas évoqué, mais ça évolue avec le temps aussi. C'est-à-dire que là, enfin, c'est quelque chose que je trouve très important, mais c'est ce que je disais, la mémoire des Australiens sert un propos ou un élan patriotique. La mémoire de la Première Guerre mondiale en France, elle évolue tout au long du siècle. C'est d'abord une mémoire du deuil, puis ça devient une mémoire un peu comme ce qu'on observe actuellement avec les derniers témoins de l'urgence de, ça se passe au tournant des années 60, c'est une grande partie des anciens combattants disparaissent et il y a cette urgence à créer des sites qui vont entretenir la mémoire après le décès des témoins. C'est le mémorial de Verdun, typiquement. Voilà, donc il y a des phases et depuis les années 90, on est beaucoup plus sur une mémoire douloureuse, centrée sur la souffrance, l'expérience combattante, mais dans ce qu'elle a de difficile, de la vie quotidienne dans les tranchées, etc. Et ça en dit beaucoup aussi, je pense, sur notre société actuelle, c'est-à-dire qu'on pense les soldats ou les internés, etc., de façon individuelle et beaucoup moins en tant que résistants, groupe, euh, alliés à un parti politique ou pas, mais en tout cas au service, qui travaille au nom, qui se bat, pardon, au nom d'un intérêt commun. Et on pense beaucoup plus les choses de façon individuelle. Parce que je pense que ça fait écho à notre propre, on se projette sur, voilà, et nous, enfin, en tant qu'individu, si on se trouvait à cette place, comment on l'aurait vécu, etc. Mais on voit aussi ce glissement du groupe à l'individuel qu'on a moins, par exemple, en Australie actuellement. Mm. Voilà. Donc c'est aussi, ça en dit beaucoup sur notre société. Absolument. Oui, alors ça, ça pourrait faire l'objet Oui, voilà, d'un autre webinaire à minima, cette question de l'individualisation, du rapport avec la situation politique actuelle. Mais comme il est 10h43 et que on va essayer de laisser place aux échanges, je voudrais juste une dernière petite question de clôture avant de passer aux questions. J'ai envie de dire, c'est un webinaire qui s'adresse aux associations, aux professionnels, aux institutions. Si on devait leur donner peut-être un conseil, mais alors une mise en garde, pas un conseil positif, parce que là, je suis là aujourd'hui pour questionner, finalement, qu'est-ce que ce serait selon toi? c'est difficile, mise en garde, c'est à côté un peu. Euh, non, je pense que c'est toujours garder en tête voilà, les publics, ce qu'on souhaite transmettre, se faire confiance aussi. Enfin, bon, ça, c'est des conseils plutôt positifs, je suis en train de me dire. Hein, non, enfin, bon, après, c'est le danger actuellement, c'est la place du présent dans le passé. Et je pense qu'il y a, je pense que les lieux de mémoire ont un rôle primordial à jouer aujourd'hui dans la société. On le voit, je pense que les équipes de sites qui sont présentes aujourd'hui le savent, les visiteurs ont besoin de comprendre notamment la guerre, le retour de la guerre, la situation géopolitique actuelle. Et le musée, dans ce cadre-là, le lieu de mémoire est un lieu
et lieu qui sollicitent. Et je pense que les équipes ont toute leur légitimité pour expliquer ça dans la mesure où elles sont outillées pour le faire. Et c'est là où effectivement il y a un travail à faire. Et puis le courage d'endosser ce rôle-là, qui à mon sens est effectivement primordial et ne va cesser de l'être. Donc c'est la question effectivement du surgissement de la guerre dans ces sites-là, moi qui, Mm. je sais pas si c'est une mise en garde, mais en tout cas c'est une ombre portée dont on peut pas s'extraire Mm. actuellement, je pense. Absolument. Je partage totalement ton avis et je trouve que c'est le point parfait pour clôturer ce webinaire, enfin, cette intervention. Merci beaucoup Mathilde. Je vous Merci. propose de passer aux questions. Est-ce qu'on a des questions dans la salle? Céline, est-ce que dans le chat, il y a des questions? Oui, Alors, au bien. moins une. Donc, auriez-vous un exemple de tourisme macabre? Le dark tourism. Alors, oui, il y en a plein. Malheureusement, un qui me vient là en tête tout de suite, c'est Tchernobyl. Typiquement, c'est voilà, se rendre dans l'ancienne zone, dans la zone qui a été évacuée. Tchernobyl. Je peux vous en donner un autre qui est à court actuellement. Vous avez notamment des Américains, mais aussi des Européens qui payent très cher pour se rendre à proximité de la ligne de front en Ukraine, pour faire du tourisme de champ de bataille alors que la guerre n'est pas finie. Mais ça, c'est vieux comme le monde, c'est-à-dire qu'on avait les mêmes expériences dans la Marne pendant la Première Guerre mondiale. Il y a une curiosité morbide. En fait, la différence, à mon sens, la différence entre, par exemple, visiter un camp d'internement et visiter un camp d'internement de façon macabre, c'est le respect qu'on va accorder aux victimes. C'est effectivement la remise en contexte de ce qui s'y est passé, mais l'accent, il est mis sur restituer ce qui s'est passé, redonner une visibilité et de l'humanité aux victimes, et pas sur l'horreur des tortures, de la mise à mort, de la souffrance, etc. Voilà, je ne sais pas si c'est un concept qui est connu, qui est bien développé. Les Américains sont beaucoup intéressés à ça. En France, on n'en a pas trop. Enfin, c'est pas institutionnalisé. C'était la seule question que nous avions dans le chat. Donc, peut-être que si l'assistance veut poser des questions en direct à Mathilde. On a un micro qui s'est ouvert. C'est peut-être une mauvaise manipulation. Hmm. Moi, j'aurais une question, une autre question, si c'est Bien sûr, bien euh, sûr. en ce moment, il y a le projet de mémorial musée du terrorisme qui est en cours de conception. Est-ce que vous savez quel travail est fait auprès peut-être des associations de victimes ou de familles de victimes? Est-ce que c'est un musée qui aurait pour but par exemple, d'avoir des collections qui seraient liées à ces associations, par exemple? Et au niveau Euh, financier, Pardon. pas de souci. Oui, alors ce musée mémorial du terrorisme, en fait, c'est un peu particulier. C'est un projet qui est porté par le ministère de la Justice. C'est en fait, donc suite aux séries d'attentats qui ont eu lieu il y a 10 ans maintenant, euh, le ministère de la Justice a souhaité réfléchir aux modalités de reconnaissance des victimes. Et donc, dans les modalités de reconnaissance, il y a eu la création d'une médaille, l'institution d'un jour férié, enfin d'un jour de commémoration, pardon, et la création de ce musée mémorial. Donc, deux principes. Un mémorial qui va commémorer toutes les victimes du terrorisme en France, mais bien avant 2015. C'est vraiment quelque chose et qui malheureusement pourrait évoluer avec être complété. Et un musée sur le terrorisme qui prend le parti d'être un peu de parler de cette notion de terrorisme depuis le 19e siècle. Donc on est sur voilà, une présentation historique du terrorisme avec l'évolution de ce terme, qui l'utilise, comment, pour désigner qui, etc. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les terroristes, ce sont les résistants. Donc voilà, il y a toute cette évolution des termes.
Les équipes qui ont travaillé là-dessus travaillent effectivement en lien avec les associations et les survivants. Il y a notamment Denis Péchanski qui travaille beaucoup, qui a beaucoup travaillé à recueillir des témoignages avec ses équipes de victimes des attentats de Paris, collecte de dessins, de tout ce qui a été déposé par exemple au pied de la Statue de la République en 2015, etc. Donc effectivement, ils travaillent main dans la main avec les associations. C'est beaucoup regardé aussi ce qui existait déjà, et notamment le musée du terrorisme du 11 septembre, enfin, autour du 11 septembre aux États-Unis, avec lesquels ils travaillent. Et ils ont déjà, le site est en cours d'élaboration, hein, la date d'ouverture n'est pas encore fixée, enfin il y a un horizon en tout cas. Mais ils ont déjà des équipes pédagogiques qui interviennent dans les écoles, qui présentent des témoignages. Donc voilà, effectivement, là il y a tout un travail qui est déjà en cours. C'est une méthodologie qui est intéressante parce que finalement, le travail de l'historien a commencé dès les attentats. Et il y a eu cette conscience voilà, de la collecte, cette nécessité, cette volonté de, alors patrimonialiser, c'est un peu fort, mais en tout cas de conserver dès le départ tous ces éléments-là, d'abord pour les préserver pour des recherches futures, mais aussi pour à terme montrer l'impact qu'a eu le terrorisme au-delà des victimes directes, c'est-à-dire sur toute une société. Et ça devrait être normalement, enfin, c'est un site qui devrait être ouvert à Paris, en région parisienne. Alors, il y Eh a ben, très bien. d'autres questions dans le chat, du coup. Lucas Destrem qui dit, j'ai en tête l'exemple d'un site complexe, pollué, privé, potentiellement dangereux, qui a servi de camp d'internement pendant la Deuxième Guerre mondiale, mais aussi d'usine avant et après la guerre et qui suscite encore des tensions mémorielles. Quelles sont les modalités possibles de valorisation? Améliorer la connaissance, pardon, du lieu semble un préalable indispensable, n'est-ce pas? Je précise, c'est dans l'Isère. Oui, alors il faudrait savoir déjà à qui appartient ce site aujourd'hui, parce que, enfin, effectivement, notamment Janaïne le sait bien aussi, hein, dans la question des camps d'internement, il y a aussi souvent la question du ministère des Armées et voilà, ce sont souvent des empreintes, des emprises militaires qui ont été utilisées pour ces questions-là. Euh, Effectivement, avoir une étude historique approfondie, ça permet d'appuyer la légitimité du propos. C'est-à-dire que quand on souhaite valoriser un site, effectivement, le connaître, en connaître l'histoire précisément, c'est important. Après, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas forcément besoin d'avoir accès au site pour en parler. Pour parler de la mémoire, en tout cas, les dispositifs numériques peuvent permettre de présenter euh, cette partie de l'histoire du site sans y avoir accès parce que, par exemple, c'est pollué. Alors, je sais pas de quel type de pollution on parle, mais enfin, voilà, le numérique permet aussi de ça. En fait, la question qu'il y a derrière aussi, c'est est-ce que le site a un intérêt historique? Est-ce qu'il est encore dans sa forme telle qu'il a été utilisé comme camp d'internement pendant la Seconde Guerre mondiale? Est-ce qu'il a été complètement transformé? Voilà, tout ça, c'est des choses qu'il faut prendre en compte pour réfléchir ensuite à la meilleure possibilité de valorisation. Donc, il peut y avoir valorisation patrimoniale classique sur site avec une visite, mais on peut aussi, par exemple, envisager une valorisation via une application, un site internet, quelque chose qui recrée le site tel qu'il était pendant la Seconde Guerre mondiale, si l'accessibilité du site n'est pas possible, par exemple. J'en profite pour rebondir parce que c'est typiquement le genre de site et de sujet sur lesquels je pense que la commission elle peut avoir une place importante, qu'à un moment on fasse des sessions de travail pour réfléchir à ces questions-là de manière plus précise autour de sites et de problématiques très précises. Donc n'hésitez pas aussi à revenir vers nous pour qu'on en rediscute et qu'on voit comment on peut éventuellement mettre ça en place. Voilà, je profite. Est-ce qu'on prend une dernière question, un dernier retour? Les 54. Alors, il y a une autre question dans le chat. Que pensez-vous du patrimoine carcéral? Car les personnes détenues n'ont pas forcément un profil de victime comme c'est le cas pour les résistants ou les déportés.
Alors c'est un cas que connaît bien le ministère des Armées et l'Office national des combattants et victimes de guerre à travers la prison de Montluc, proximité de Lyon, effectivement, qui est au départ une prison militaire et qui va servir tout au long de son ouverture à l'incarcération de catégories de population qui vont se retrouver là pour des raisons très différentes. Ça a été une prison de femmes, par exemple, ça a été prison pendant la Seconde Guerre mondiale aussi, célèbre pour malheureusement l'internement des enfants d'Isieux, de Jean Moulin, etc. Euh, je crois pas qu'on soit aujourd'hui sur une patrimonialisation des prisons et des victimes, en tout cas des internés, des personnes incarcérées. Mais effectivement, dans le cas, par exemple, de la prison de Montluc, ça se pose. Euh, je pense qu'il est important d'évoquer toute l'histoire et toutes les catégories de population qui ont pu traverser ce site et y être incarcérées. Là encore, toujours en remettant en contexte sur pourquoi ces personnes-là étaient incarcérées à ce moment-là. Euh, je pense que la meilleure manière de traiter ça, c'est de sortir de cette case victime, finalement, hein. C'est de traiter voilà, les femmes incarcérées pour telle et telle raison, les résistants incarcérés pour telle et telle raison, etc. Et de remettre à chaque fois le contexte qui est celui de la Seconde Guerre mondiale, d'une autre période. Donc c'est sortir d'une vision un peu binaire et de rester plutôt sur des groupes de personnes, voire des individus représentatifs de la typologie d'incarcérés. La question du système aussi, des conditions qu'on Oui, évoquait aussi tout à oui, l'heure. Et du coup, je rebondis parce que c'est un des sujets que j'avais aussi envie de traiter, qui fera a priori l'objet d'une intervention sur la conférence d'octobre avec Julien Tiburce. Je vous invite à aller voir ses travaux et travailler sur un projet qui justement interroge la question du rapport entre prison, univers carcéral et musée. Il y a un article par exemple sur l'exposition prison qui a été coproduite par le Musée international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, le Musée des Confidences et le Dutch Aegean Museum. Il a aussi travaillé sur la prison de Montluc. Donc voilà, c'est des sujets si vous voulez poursuivre déjà en attendant. Mais voilà, a priori, on en reparlera. Je pense qu'on va clôturer parce qu'il est déjà 10h57, mais on pourrait rester là des heures. Merci infiniment Mathilde pour ton regard, pour ton expérience, pour ta générosité dans tes réponses. Merci à tous toutes celles et ceux qui ont été là avec nous aujourd'hui. Le prochain webinaire, ce sera en juillet. On n'a pas encore fixé la date, mais vous le saurez bientôt. Et on parlera de la question de réinvestir les lieux historiques, les lieux liés au patrimoine et à la mémoire militaire, avec un regard et des enjeux plus contemporains, des espaces habités, des espaces culturels. Donc voilà. Merci beaucoup et puis à bientôt, du coup. Hop. Céline, est-ce qu'on coupe l'enregistrement? Les ressources citées. Alors, on pourrait les envoyer peut-être dans un mail. Je me note ça.